Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour et bienvenue dans le journal écho de Lyon Décideur. Ennemi intérieur, c'est le titre du livre que Nicolas Forissier et notre confrère lyonnais Raphaël Ruffier-Fossoul viennent de publier chez Fayard. Le récit du scandale de l'UBS, dénoncé par le directeur de l'audit interne d'UBS en France, transformé en lanceur d'alerte. Nicolas Forissier est notre invité dans un instant. Mais tout de suite, quelques infos en bref, avec le Crédit Agricole Centre-Est qui lève le voile sur son futur siège social, entièrement rénové à Champagne-au-Mont-d'Or, baptisé Terra Lumia. Cet ensemble devient un projet sociétal plus qu'immobilier, avec de gros efforts de réduction de la consommation d'énergie et de recyclage. Le Crédit Agricole Centre-Est affiche de bons résultats, 765 millions d'euros de produits nets bancaires, plus 4,1%, et 257 millions d'euros de bénéfices nets, soit une hausse de près de 15%. SEB Alliance investit une dizaine de millions d'euros dans Bliss, le fonds d'investissement porté par le serial entrepreneur Alexandre Mars, premier fonds de venture capital certifié B Corp. Bliss va permettre à SEB de s'ouvrir aux startups américaines. Depuis sa création en 2014, Bliss a notamment investi dans Spotify, Pinterest, Too Good To Go ou Brut. L'entreprise de BTP caladoise Minot rachète LCCO, spécialiste des ouvrages en bois pour la construction, qui pèse 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. De son côté, l'entreprise des frères Minot réalise 55 millions d'euros d'activité avec 300 personnes réparties sur 9 sites. Une spécialité, les charpentes en armature bois. Un nouveau directeur général France chez Materne, la filiale du groupe Bell, installée à Lyon. Materne est désormais dirigée par Cédric Liévin, qui succède à Pascal Collat, lequel prend la direction générale de MOM, récemment acquis par Bell. Enfin, le chiffre du jour, 7 600 000 euros, c'est le chiffre d'affaires réalisé par la société Pollen, rachetée par le groupe lyonnais Serfim, spécialisé dans les travaux publics et l'environnement. Pollen est une entreprise de canalisation et de réparation de réseaux d'eau de 35 collaborateurs. Serfim dépasse les 2000 salariés et les 355 millions d'euros de chiffre d'affaires. Place à notre invité à présent, Nicolas Forissier, bonjour. Bonjour monsieur. Qui vient de publier avec notre confrère lyonnais Raphaël Ruffier-Fossoul, Ennemi intérieur, chez Fayard, le récit de l'homme qu'on voulait réduire au silence. Vous êtes celui par qui le scandale de l'UBS a éclaté. Alors au départ, vous étiez directeur de l'audit interne chez UBS France et vous constatez donc des fautes graves commises par votre banque. Dans votre position, vous ne pouvez donc pas faire autrement que de les dénoncer comme on va dire un lanceur d'alerte. C'est le début de vos déboires. Comment avez-vous découvert d'abord ces irrégularités? Alors les irrégularités ont été découvertes, si vous voulez, à travers des mouvements comptables qui n'étaient pas déclarés dans la comptabilité générale de la banque et qui passaient par un système parallèle, donc manuscrit, codifié, et donc qui montrait que justement il recensait que des opérations illégales et vraisemblablement entre des pays, je dirais la France et les paradis fiscaux. Voilà. Alors est-ce que vous avez essayé d'en parler à votre direction pour qu'ils mettent fin à ces irrégularités dans un premier temps? Dès le départ en fait, dès le départ si vous voulez, dès les premiers dysfonctionnements découverts dans les années 2002-2003, vu les clients que nous avions qui étaient des clients appartenant à des mafias, si vous voulez des comptes moyen-orientaux, des comptes liés au terrorisme, nous avions des gros doutes sur les moyens qu'ils utilisaient pour faire rentrer ces comptes dans la banque. Donc j'en ai parlé très très vite et il y avait évidemment des complicités. Voilà. À partir de là, donc, vous devenez l'ennemi intérieur. Comment ça se passe? Menaces, intimidation, renvoi immédiat? Oui, je deviens l'ennemi intérieur, si vous voulez. Oui, il y a eu des menaces, des intimidations. Alors, menaces non pas de la banque, mais des services secrets avec lesquels j'ai travaillé, puisque la banque UBS était surveillée depuis très très longtemps sur des très gros comptes qui sont politique, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'était les comptes Dassault et Bettencourt. Et donc très vite, je suis rentré en contact avec eux, notamment parce que nous avions aussi des comptes de clients internationalement connus et liés au terrorisme. Donc j'ai rencontré les services secrets, ils m'ont protégé, mais une partie d'entre eux, notamment au niveau de la DCRI et de la DGSI, si vous voulez, se sont retournés parce qu'ils... Vous avez découvert des secrets d'État, quoi, on peut le dire. Le scandale UBS est un scandale politico-financier, oui, c'est le plus gros de la 5e, oui, certainement. Oui. Alors, est-ce que vous avez été surpris de
de l'ampleur de ce que vous avez découvert. Oui, parce qu'au départ, évidemment, je ne pensais pas du tout à cela, franchement. Je pensais qu'on était simplement sur des irrégularités comptables, et si vous voulez, liées à ma fonction. Mais découvrir un système d'aide à l'évasion fiscale et de fraude fiscale internationale, et en fait, la France a servi de laboratoire pour que ce système soit développé à l'échelle du monde, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne. Partout où la banque a exercé, la banque a été condamnée. Donc, si vous voulez, c'était énorme. Alors, si on essaie de quantifier, je ne sais pas, l'ampleur du scandale en termes de nombre de clients, de montants. Écoutez, le scandale UBS, il faut compter une douzaine de milliards d'euros sur la saisine judiciaire, donc de 2004 à 2012. Ça représente plus de 40 000 comptes d'évadés fiscaux. Et ça représente une amende en première instance de 4,5 milliards, descendue à 1,8 milliard parce qu'un arrêt de la Cour de cassation a changé les règles de quantification. Mais c'est la plus grosse amende dans l'industrie bancaire et financière. Est-ce qu'il y a des Lyonnais concernés dans cette affaire? Bien sûr, la banque UBS était présente à Lyon, non loin d'ici d'ailleurs. Donc, et l'agence lyonnaise a été également impactée au niveau de ses clients et au niveau de ses personnels. La banque UBS Lyon étant pas très loin de Genève, vous comprendrez que le positionnement stratégique et les raisons pour lesquelles la banque UBS avait basé son siège sur le réseau international franco-suisse à Lyon. Alors, comme vous n'arriviez pas à éclaircir tout ça et à faire en sorte qu'il y ait des corrections apportées par votre employeur, vous passez à l'étape suivante, lanceur d'alerte. L'étape, c'est de décider de dire qu'en 2007, on va révéler les faits. Et on va dire que les choses, ayant acquis les preuves du système d'aide à l'évasion fiscale, comptable parallèle et, si vous voulez, non déclaré, je décide d'alerter en interne, 2007, 2008, donc une procédure de lanceur d'alerte en interne. Et voyant que ça ne bouge pas en interne, bien évidemment, après je vais lancer l'alerte en externe. Alors, vous la lancez comment Alors, par un document écrit, j'écris à ma régulation, à l'autorité de contrôle prudentiel et de réalisation. Et donc, ils vont savoir effectivement que là, il se passe des choses qui sont extrêmement graves chez UBS et qui relèvent du correctionnel. Donc, voilà. Donc, ils interviennent et c'est eux qui vont saisir la justice et qui vont procéder à la saisine de la justice. Et à ce moment-là, vous êtes licencié Je suis licencié immédiatement pour faute grave, pour soi-disant mensonge, affabulation. Voilà, à l'époque. Alors, instruction, puis procès. Comment est-ce que vous avez vécu tout cela ? Alors, la période est vraiment très longue et très difficile parce que la banque utilise de tous les stratagèmes que le droit lui autorise en France. Heureusement d'ailleurs, nous sommes une démocratie, donc il y a des droits en France, mais si vous voulez, c'est très long. C'est des procédures bâillons, c'est de la diffamation, c'est tout ce que vous pouvez imaginer, des pourvois en cassation sans cesse, sans arrêt, y compris sur les chambres d'instruction. Si vous voulez, la satisfaction, c'est que avec Raphaël, si vous voulez, qui m'a accompagné et qui a assisté au procès, c'est que finalement la banque a été condamnée et en première instance en appel et à chaque fois perd et est déboutée de tous ses recours. Ce qui prouve que, si vous voulez, maintenant il y a une trace profonde judiciaire et une trace délictuelle qui est profonde. Oui. Alors ça a été très long, vous disiez tout à l'heure, l'année charnière c'est 2007. Oui. 2007 avec l'élection de Nicolas Sarkozy, président de la République. Tout à fait, bien sûr. C'est l'élection de Nicolas Sarkozy et si vous voulez, c'est la révélation du dossier Bettencourt. Tout le monde sait que l'exécutif est arrivé vraisemblablement avec un financement occulte et évidemment la banque UBS avait dans ses livres des opérations qui n'ont pas été contrôlées et qui étaient particulièrement étranges et qui ont relevé d'ailleurs d'un redressement fiscal. Voilà, mais Madame Bettencourt a bien participé à l'effort. Oui. Alors, ça a été très long, donc vous disiez l'année de bascule 2007 et le procès en appel fin 2021. Tout à fait. C'est, à titre personnel, c'est plus de 13 ans de procédure devant la juridiction prud'homale ou pénale. L'appel, c'est décembre 2021, 1,8 milliard d'amendes et des peines de prison avec sursis et des amendes pour les personnes physiques. Donc c'est une condamnation totale de la personne morale et des personnes physiques. Voilà, alors ce livre qu'on va découvrir en même temps qu'on parle, pourquoi l'écrire avec un journaliste et pas vous tout seul Alors, comme vous le savez, je travaille toujours en finance, donc mon métier n'est pas l'écriture. J'ai eu la chance de rencontrer Gérard Davet et Fabrice Lhomme qui m'ont mis en contact immédiatement avec Raphaël Ruffier. Et si vous voulez, voilà, les choses ont matché. Et puis, il a trouvé l'axe pour écrire le livre qui était que
tout en me battant contre UBS, je me battais contre plus fort qu'UBS, je me battais contre une maladie. Et ce qu'UBS n'a jamais compris. Donc, si vous voulez, la force que j'ai tirée de ma maladie, en fait, l'ennemi intérieur, c'est ma maladie. Et si vous voulez, c'est de là que je tire ma force pour avoir mené ce combat de 13 années. Voilà, maladie que vous aviez dès le début. Que j'avais dès le début, voilà. Et contre laquelle je me bats toujours, parce qu'elle ne me laissera jamais. Voilà. Est-ce que vous avez pu tout dire, ou est-ce que vous avez parfois, avec Raphaël Ruffier-Fossoul, retenu votre plume? Non, on a tout dit. Enfin, moi, je lui ai rien caché. En tout cas, on a pu tout dire. Notamment, je vous dis, la partie, je dirais, un peu policière, un peu, voilà, puisque ayant été en contact et protégé par des services de renseignement, ayant travaillé avec eux, ce qui est reconnu en justice, si vous voulez, on a passé un long moment avec Raphaël pour que on puisse recouper cela et que, si vous voulez, ce ne soit pas perçu comme un roman, mais une véritable histoire, un véritable récit, parce que rien n'est romancé, tout est vrai, et il fallait que les gens le sachent et qu'ils aient notre version des faits, celle de Raphaël et de la mienne, et pas simplement que la version de la banque. Et vous l'avez fait comment, l'écriture? C'est Raphaël qui était tout seul à écrire, ou vous avez passé des longs moments ensemble? On a passé des longs moments ensemble. C'est Raphaël qui a écrit. Hein. Voilà, c'est son talent, c'est lui. On a passé de longues heures, de longs dimanches, de longs week-ends à travailler et à essayer de faire quelque chose de bien, je crois. Tout à fait. Je le recommande à la lecture, même si moi-même, j'avoue ne pas avoir encore le temps de le lire. Alors, est-ce que des scandales comparables pourraient être découverts un jour dans d'autres banques, selon vous? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. De même type le même type, puisque tout le monde a fait la même chose. Donc, si vous voulez, je peux pas. Il faut que vous compreniez que moi, je suis un auditeur bancaire. On est 2500 sur la place de Paris. Je ne peux pas être le seul à avoir parlé et le seul à avoir connu cela. Donc, ça veut dire que d'autres ont fermé les yeux ou n'ont pas voulu voir. Alors, vous l'évoquez dans le livre, ça, j'ai eu le temps de le lire. Vous souriez quand vous entendez Pierre Moscovici, encore commissaire européen à l'époque, dire il n'y a plus de paradis fiscaux dans l'Union européenne? Oui, bien sûr. C'est pas possible, puisque l'évasion fiscale, pour vous donner un chiffre, l'évasion fiscale et de l'argent de la criminalité financière, c'est 22 000 milliards de dollars placés dans les paradis fiscaux. Les deux principaux paradis fiscaux européens sont la Suisse et le Luxembourg. Le Luxembourg, c'est l'un des 6 fondateurs de l'Europe et c'est le pays spécialisé dans le retraitement de l'argent lié au terrorisme. Donc que l'on ne vienne pas m'expliquer pour des raisons géopolitiques ou géostratégiques, il n'y a plus de paradis fiscaux, si vous voulez. Le Luxembourg est l'un des principaux paradis fiscaux et l'argent, malheureusement, qui est transite est très dangereux pour la France. Et vous dites on n'y touche pas parce que c'est un des membres fondateurs de l'Union européenne? Tout simplement, monsieur, parce que pour lutter contre l'évasion fiscale, indépendamment des conséquences macroéconomiques pour notre pays, qui sont à peu près entre 80 et 120 milliards par an de manque à gagner, il faut avoir une volonté politique. Et pour avoir une volonté politique, il faut être exemplaire. Et malheureusement, vous savez très bien que dans les partis politiques, des gens ont été touchés par ces scandales et que c'est bien pour ça qu'ils ne peuvent pas aller de l'avant, parce que ça mettrait à mal. Il y aurait beaucoup de démissions à l'Assemblée nationale, je crois. Nicolas Forissier, qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui? Alors, je travaille toujours dans la finance. J'ai retrouvé un emploi. Je suis contrôleur sur une salle de marché, contrôleur interne opérationnel. Et je continue à me battre avec des hommes politiques, avec des chercheurs en finance, notamment sur la criminalité financière, avec Raphaël, en termes journalistiques aussi, pour lutter contre ce fléau économique qui ravage notre pays et qui ravage notre démocratie. Lorsqu'il y a eu le résultat du procès en appel, là en décembre, pour vous, ça a été un soulagement En fait, ce n'était pas un soulagement parce que je n'ai aucune acrimonie contre la banque UBS. Si vous voulez, c'était une forme de rédemption. La banque m'a traîné dans la boue pendant 13 années. En tant que menteur, affabulateur, extorqueur de fonds, on a ruiné ma carrière, on a ruiné ma vie. C'était un juste retour de balancier, si je peux utiliser cette image pour la justice. Voilà. Certains ont essayé de vous comparer à Jérôme Kerviel, non? On a même fait pire que ça, parce que M. Kerviel n'est qu'un des maillons de la chaîne. On m'a traité de délateur, on m'a traité de vichiste, et compte tenu de mes origines familiales, c'était juste impossible, quoi. Merci beaucoup Nicolas Forissier, merci à Raphaël Ruffier-Fossoul. Je rappelle le titre de l'ouvrage, L'ennemi intérieur, récit, l'homme qu'on voulait réduire au silence. C'est paru chez Fayard et c'est dans toutes les bonnes librairies, comme on dit, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est dans toutes les bonnes librairies. Très bon week-end, à la semaine prochaine, merci, au revoir. Merci beaucoup monsieur. C'était le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio,
spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international.